Bonsoir à vous et bienvenue dans cette émission. Pour réaliser les reportages que nous vous proposons ce soir, nous avons recouru à une méthode rare à temps présent. Nous avons infiltré une de nos équipes au sein d'une organisation internationale qui pratique un business controversé et en plein boom, le tourisme du volontariat qu'on appelle le volontourisme. Lors de leur séjour dans un hôpital en Tanzanie, officiellement comme volontaires de santé, Isabelle Ducret et Mauro Lossa ont découvert et filmé ce qui se passe vraiment quand on signe pour une telle mission. Risques sanitaires graves, pratiques médicales sans aucune formation dans des conditions d'hygiène et de protection de la sphère privée douteuses. À cela s'ajoute l'ennui, l'absence d'encadrement, y compris des mineurs laissés à eux-mêmes. En fait, ce volontourisme est d'abord un immense business. Presque rien de ce que notre équipe a payé ne revient à notre hôpital tanzanien. Et certains ont même payé jusqu'à 9 000 francs pour aller compter des animaux au Botswana. Si nous avons recouru à cette méthode journalistique exceptionnelle, c'est pour apporter la preuve des dérives du volontourisme. Des milliers de jeunes sont attirés par ces expériences pleines de promesses et de bonnes intentions. Tout n'est pas à jeter, bien sûr, mais attention aux dérives dont les premières victimes sont souvent les enfants, petites proies des trafiquants d'orphelins. Regardez. On ne veut plus de plages bondées, pas non plus de safaris trop organisés. Encore moins des stations de ski noires de monde, sans parler des files d'attente interminables dans les musées. Aujourd'hui, la tendance, c'est de s'engager pour l'environnement, les enfants, aider ceux qui en ont le plus besoin. Certaines agences ont flairé ce marché juteux de la générosité. Elles offrent tout un catalogue de missions de volontariat à l'étranger, enthousiasmantes, mais payantes. Mêler tourisme et volontariat, c'est ce que l'on appelle le volontourisme, un phénomène très lourd de conséquences. Il y a 3 ans, Yann a tenté l'expérience du volontariat. J'ai toujours voulu prendre du temps pour faire un projet lié à la plongée parce que mon grand-père il est pêcheur au Portugal et j'ai toujours été intéressé par découvrir ce qui se cachait sous l'eau. Ce projet est né dans le cadre de mon travail de maturité. J'avais envie de faire un projet en lien avec la plongée et l'environnement et j'étais rentré en contact avec une ONG sur place et j'ai trouvé ce projet aux îles Fidji de préservation et de conservation des requins. Le jeune homme est déterminé, mais il a 17 ans à l'époque. Partir aussi loin, il faut commencer par rassurer les parents. Oui, clairement, les parents, quand on leur dit que leur fils va partir à l'autre bout du monde pour plonger avec des requins bulldog sans cage, ils étaient un peu tendus. C'est dans l'archipel des îles Fidji, au milieu de l'océan Pacifique, que Yann va réaliser son rêve. En cherchant sur Internet, il tombe sur Project Abroad, une agence de volontariat à l'étranger qui propose une mission qui colle exactement à son projet. Project Abroad, j'ai vraiment pris comme une agence au sens du terme. C'est-à-dire qu'ils m'ont vraiment apporté le côté hébergement, logistique, mais ça s'arrêtait à ça. Project Abroad, c'est l'une parmi les multiples agences dans le monde qui proposent des missions de volontourisme à l'étranger. Le premier constat, c'est qu'elles ont mis le paquet en termes de marketing. En quelques clics, le client trouve facilement sur Internet des centaines d'offres passionnantes, super bien présentées, qui ne peuvent que convaincre. C'est le Botswana que Théo choisit en 2017 pour effectuer son travail de maturité à l'étranger. Ces résultats lui permettent de faire un extramuros. Il s'engage comme volontaire pour 3 mois. C'est sa première fois en Afrique. Pour moi, c'était vraiment un rêve, m'occuper de la nature et découvrir de nouvelles choses. Et vraiment, c'était l'Afrique, on a un peu cet imaginaire de la nature un peu paradisiaque, etc., avec les animaux et tout ça. Et donc vraiment partir là-bas, c'était faire une expérience géniale. Au moment du voyage, comme Yann, Théo n'a que 17 ans. Lui aussi a cherché des solutions sur Internet et il n'hésite pas lorsqu'il tombe sur cette mission de Project Abroad. Objectif, recenser les animaux sauvages d'une réserve et aider à son entretien.
Ça, des gazelles, vous en avez beaucoup vu hein, au Botswana. Alors oui, il y en avait beaucoup. Oui, oui. Ouais. Il y avait celle-là en particulier? Alors celle-là, je me souviens plus. Je ne saurais pas dire en fonction des cornes. Non, j'arriverai pas à reconnaître. Pourtant, le but de la mission, c'était de l'observation scientifique. Oui, c'est tout à fait symptomatique de ce que j'ai vécu là-bas. C'est un manque clair de formation. Et sur place, ça s'est bien vu. On ne nous a pas formés à ça, à une identification scientifique. Et du coup, maintenant, je ne peux pas reconnaître les gazelles. Théo et Yann ont choisi Project Abroad, une entreprise basée à Brighton. La compagnie se présente elle-même comme le chef de file du volontariat. À sa tête, le PDG Greg Thompson. Il a lui-même pratiqué le volontariat avant de gravir les échelons de l'entreprise, qui en presque 30 ans d'existence, a organisé les missions de 125 000 volontaires qu'il recrute dans le monde entier. Ils viennent du Royaume-Uni, de France, des États-Unis, du Canada, aussi du Japon, de l'Australie. Donc c'est un vrai melting pot de nationalités parmi les volontaires. Et aussi certains viennent de Suisse. Comment choisissez-vous les projets? Ce que nous faisons, c'est que nous avons toujours employé une équipe locale. Notre équipe locale est née, a été élevée et a grandi dans les communautés où nous travaillons. C'est eux qui choisissent les projets. Ils ont les contacts, ils ont les relations avec les partenaires locaux et nous leur permettons de choisir les partenariats. Pour la mission au Botswana de Théo, selon le site internet de Project Abroad, les tâches des éco-volontaires sont clairement décrites. Ils vont notamment suivre les éléphants pour les recenser et étudier la biodiversité. Mais au fil des semaines, Théo est assailli par les doutes. La mission ressemble plus à une colonie de vacances qu'à un projet de collecte de données. Il n'y a aucun protocole scientifique, c'est une excuse pour faire un tour en 4x4, c'est rien d'autre. Il y a une personne qui prend la feuille de route et qui note les coordonnées GPS et les animaux qui sont vus à tel ou tel endroit, à quelle heure. Et tous les autres volontaires en fait regardent à la jumelle tous les animaux qu'ils peuvent voir en fait. C'était pas fait avec sérieux et puis des fois je pense que les derniers animaux qu'on voyait en rentrant le soir au camp, on les notait pas parce que un de plus, un de moins, on n'était pas assez près de toute manière. On vous a pas expliqué clairement en fait à quoi servaient vos données? Non, on ne nous a pas expliqué clairement et c'est pas étonnant parce qu'en fait on n'en faisait rien. Cette base de données, par exemple, qui l'utilise en dehors de vous, en dehors de Project Abroad? Nous l'utilisons et nos partenaires locaux peuvent aussi l'utiliser. Techniquement, c'est au travers d'une base de données mondiale. C'est comme une base de données préconçue que nous avons créée. Ensuite, cela dépend des projets que les volontaires accomplissent. Mais s'il s'agit de conservation, ils font des surveillances, remplissent des formulaires et les injectent dans la base de données. Donc il y a des régions de recensement. Par la suite, nous produisons un rapport annuel. Un rapport annuel interne. Voilà à quoi servent les données. Grosse déception pour Théo qui a mis le prix, pensant avoir un vrai impact positif. Le prix, c'est l'une des particularités du volontourisme, par opposition au volontariat. Yann a payé l'agence 4 500 francs pour sa mission d'1 mois. Théo a également versé une somme importante. Le projet en lui-même, c'était 6 000 euros à peu près. Et je crois qu'il n'y avait pas les billets d'avion qui étaient compris. Et donc du coup, il fallait rajouter ça, plus un peu des dépenses sur place, en fonction des excursions, voilà, des achats, etc. Et du coup, à la fin, on arrive en fait entre 8 et 9 000 francs. C'est un gros budget pour 3 mois. Et c'est un énorme budget pour 3 mois, oui. Aujourd'hui, Théo regrette l'expérience. Il s'est senti manipulé. Il surfe clairement sur cette vague de culpabilité qu'on a en tant qu'occidentaux, de se dire ah, alors on est privilégiés, etc. Il faudrait aider les pays du Sud. Aujourd'hui, je pense que c'est la pire heure de ma vie. Et oui, tout simplement, déjà par le
par le coût financier que ça a engendré, mais aussi par tous les problèmes éthiques que ça engage. Et simplement, oui, d'avoir participé à une nouvelle forme de colonialisme. Et pour moi, c'est inacceptable. Je suis désolé que cette personne ait eu ce ressenti. Le projet de préservation du Botswana a obtenu une évaluation de 9,3. Donc la vaste majorité de nos volontaires et de nos internes estiment que leur travail est digne d'intérêt et a de l'impact. Ce que nous avons accompli au Botswana, rien que durant les 5 dernières années, c'est enlever 2245 pièges, ce qui a sauvé la vie d'un nombre incalculable d'animaux. C'est construire et entretenir 8 puits. C'est enlever des végétaux invasifs. Donc, ce travail manuel est efficace. Le débat autour du volontourisme n'est pas nouveau. Ces potentielles dérives inquiètent sérieusement et depuis des années les ONG actives sur le terrain de l'aide humanitaire. Pour sensibiliser tous ces jeunes qui rêvent de s'envoler, l'association Friends International mène des actions de prévention à l'aéroport comme dans les écoles. Directrice en Suisse, Valérie Sfer. Quand vous rencontrez ces jeunes, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme motivation pour partir ? Il y aura autant de rencontres que de motivations différentes, honnêtement. Vous allez avoir quelqu'un qui recherche la découverte du monde, un développement personnel, d'autres personnes qui vont être très pragmatiques avec un objectif très spécifique, pouvoir rajouter une ligne sur son CV, pouvoir accéder à une grande école. Parfois, ce sont des motivations un peu moins avouables, comme par exemple vouloir passer pour un héros sur les réseaux sociaux, et ou tout simplement plus louables et vouloir participer à la création d'un monde un peu plus solidaire. Mais en fait, les bonnes intentions, elles ne font malheureusement pas les bonnes actions. Et le problème, c'est que la plupart du temps, ces bonnes intentions, elles sont exploitées à des fins mercantiles par des organismes peu scrupuleux au détriment des populations locales et des enfants. Au détriment des populations locales et des enfants, l'impact est plus grave que d'être éventuellement inutile dans un projet environnemental. Or, le favori des catalogues du volontourisme, ce sont justement les missions auprès des enfants, ce qui suscite une avalanche de questions. Le problème, c'est que le volontaire n'est pas du tout préparé à enseigner sur place, que la plupart d'entre eux ne sont pas du tout des enseignants et ne sont pas du tout équipés pour pouvoir répondre aux besoins des enfants. Le volontaire n'a absolument aucune connaissance de leur langue et de leur culture. Comment est-ce qu'on va pouvoir être en interaction avec eux ? Il faut arriver à se poser les bonnes questions déjà dans sa mission en tant que volontaire. Mais les volontouristes sans expérience font confiance aux agences et ne conçoivent pas que partir pour des missions très courtes, une semaine parfois, peut être nocif pour les enfants. Les enfants qui sont justement soumis à ces afflux de volontaires et d'étrangers constamment développent des troubles de l'attachement. On peut rencontrer des volontaires qui vont nous exprimer le fait qu'ils ont pu donner tellement d'amour, même si en effet ils n'ont pas réussi à mettre en place une éducation très consistante, au moins ils les auront aimés, ils auront passé du temps avec eux. Et qu'on peut le voir parce que dès qu'on arrive, ils nous sautent dans les bras. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue à de nombreuses reprises. Et en fait, quelque chose qui nous paraît très fort et normal est justement un stigmate d'un trouble émotionnel et de l'attachement. La notion est délicate à comprendre. Jusqu'au moment où l'on tente le test de l'effet miroir. Imaginez que chaque semaine, votre fille ait la même leçon d'anglais donnée par un volontaire venu de l'étranger et qui n'a aucune compétence d'enseignement. I'm a teacher and you a student. This is alphabet. A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Imaginez que votre fille, chaque semaine, ait un autre volontaire qui lui brosse les dents le soir. Very good. Wonderful, wonderful. and up, 2, yes, open your mouth.
Imaginez que votre fille, chaque semaine, doive se séparer, doive dire au revoir aux volontaires avec lesquels elle a noué des liens affectifs. Bye bye, I'm so sad too. Whoa, whoa. Oh dear. Les missions de volontourisme concernent des enfants parmi les plus vulnérables, et cela peut tourner au cauchemar. En 2017, un scandale mondial éclate, grâce notamment à Friends International, révélant que des orphelinats sont créés pour occuper des volontaires. Pire, les enfants ne sont même pas orphelins. Cela s'est passé au Cambodge, mais bien d'autres pays sont concernés, surtout ceux où les touristes adorent se rendre. Pour en parler, nous avons contacté en Australie Kate Van Dor, avocate en droit international des enfants et directrice de l'association Forget Me Not. Elle a vécu personnellement la manipulation de ses bonnes intentions. Tout commence au début des années 2000. Elle est touchée par le récit d'un ami qui rentre d'une mission de volontariat auprès d'orphelins au Népal. N'écoutant que son cœur, elle décide d'agir. Lui, moi et un autre ami, nous nous sommes réunis pour fonder les foyers pour enfants de l'association Forget Me Not. Et nous avons ouvert un orphelinat à Katmandou pour 6 petites filles en 2006. À la suite de cela, ça allait si bien que nous avons renouvelé l'opération et créé un autre orphelinat en Ouganda en 2011. C'est ainsi que je suis entrée dans le monde du volontourisme. Un problème de corruption les oblige à fermer l'orphelinat de Kampala. Kate Van Dor se rend en Ouganda afin de trouver une solution pour les enfants. Dès le moment où les orphelins de l'orphelinat corrompu ont été emmenés en lieu sûr, ils ont commencé à demander « Est-ce que je peux rentrer à la maison? Est-ce que je peux appeler ma mère ?» Ils disaient « Mon nom n'est pas Joseph, c'est un autre nom. » Ça m'a plongée dans une totale confusion. Qu'est-ce que tu veux dire? Appeler ta mère? Tu n'es pas orphelin. Que veux-tu dire? Tu veux rentrer à la maison? Tu n'as pas de maison, c'est pour ça que tu es dans un orphelinat. Que veux-tu dire? Mon nom n'est pas Joseph. On ne comprenait pas ce qui se passait. Finalement, nous avons compris. Ces enfants avaient été recrutés par des orphelinats et leurs parents pensaient qu'ils allaient recevoir une éducation. C'est un moment que je n'oublierai jamais. C'était très émotionnel. J'ai appelé mon compagnon en Australie et j'ai sangloté pendant un sacré moment. Je lui ai dit que je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse faire ça à des enfants. Pourquoi faisait-il ça à des enfants? Quand nous avons vérifié l'orphelinat au Népal, nous avons découvert qu'exactement la même chose s'était aussi passée là-bas. Des 20 enfants que nous avions dans l'orphelinat au Népal, tous avaient de la famille où ils pouvaient aussi retourner. Le choc est immense, mais Kate et son association font face et changent radicalement d'approche. Maintenant, notre objectif au Népal et en Ouganda est de travailler avec les gouvernements pour fermer les orphelinats et localiser les familles des enfants pour les ramener à la maison. Ensuite, nous assurons un suivi pour être sûrs qu'ils vont bien. Car les scandales passés n'ont pas stoppé le business lucratif des orphelinats pour volontaires. C'est ce que nous révèle Anju Poon à Katmandou. Elle dirige le foyer de transition soutenu par Forget Me Not. Ces dernières années, ils ont accueilli 272 enfants de 28 orphelinats et les derniers très récemment. Dans ces 3 derniers mois, environ 20 enfants ont été secourus et nous les avons ramenés dans leur famille au cours de ces 3 mois. Ces enfants venaient de lointaines régions montagneuses du Népal. Au moment où je vous parle, il reste encore 5 enfants dans notre centre de transition et nous sommes toujours en train d'essayer de localiser leurs familles. Les transitions prennent beaucoup de temps, des mois, voire des années. Comme pour Rouma, par exemple, qui ne connaissait plus rien de la culture de son ethnie. J'avais 8 ou 9 ans lorsque j'ai été emmenée dans un orphelinat. C'est le premier orphelinat où j'ai été placée. J'y suis restée 5 ou 6 mois, je m'en souviens pas très bien.
C'est mon pire souvenir parce que on manquait de nourriture, il n'y avait pas de couverture pour dormir, pas de vêtements chauds, et le gérant de l'orphelinat était vraiment violent. Heureusement, la petite fille change d'orphelinat. Elle restera encore 8 ans dans le deuxième où elle est placée. Quand j'ai été secourue en 2012, quand on m'a informé que j'avais une famille, j'avais vraiment des doutes. J'étais vraiment surprise parce que pendant notre placement là-bas, moi et toutes les autres filles, on nous a lavé le cerveau en nous disant qu'on était orphelines, qu'on n'avait personne. Moi-même, je me souvenais de personne. C'était très dur de me reconnecter, en particulier à mes parents. Ce n'est pas que moi. Tous les enfants qui ont vécu dans un orphelinat sont passés par des tortures mentales, des souffrances mentales et d'autres problèmes. Et ça impacte leur attachement émotionnel envers leur famille. Il y a le traumatisme de l'arrachement à la famille. Et en plus, la présence néfaste des volontouristes du monde entier qui pensent bien faire. Est-ce que ça joue un rôle? Oui. Ça joue un grand rôle. La première chose, c'est que les volontaires, malgré leurs bonnes intentions, ils ne sont pas conscients que plus de 85% des enfants dans ces orphelinats ne sont pas orphelins. C'est ça que les volontaires doivent comprendre. Chercher à faire du volontariat à court terme, dans des lieux aussi vulnérables, est très dangereux pour ces enfants. À cause de la fréquence du tournus des volontaires, ces enfants, lentement, graduellement, développent des troubles de l'attachement et cela les affecte beaucoup. J'ai vu des enfants dans notre centre de transition, des enfants qui se souviennent des tatas et des tontons venus d'Amérique, d'Europe et de tout autre pays. Ils nous demandent « Quand est-ce que cette tante ou cet oncle va revenir à nouveau ?» Mais nous, on ne sait pas. Selon Forget Me Not, il y a encore 10 000 enfants dans les orphelinats à Katmandou. C'est un business très profitable. C'est ce que des propriétaires d'orphelinats sans scrupules ont bien compris. Ils peuvent faire beaucoup d'argent, en particulier s'ils maintiennent les enfants dans un état de pauvreté. Ils ne les nourrissent pas correctement, ne les soignent pas de manière adéquate, ils ne les scolarisent pas. Et ces enfants sont invisibles. Ils sont invisibles pour le gouvernement. Personne ne les recense, personne ne sait s'ils disparaissent, personne ne sait s'ils meurent. C'est une perspective effrayante et des volontaires viennent et repartent sans arrêt. Que diriez-vous à une jeune personne qui a envie d'aider au Népal? Y aller pour aider des enfants pauvres qui ne parlent pas votre langue, quand vous n'avez pas de qualification, vous savez, ce sont les plus vulnérables des enfants au monde. Si vous n'avez pas des compétences en formation, s'il vous plaît, ne faites pas de volontariat. N'allez pas visiter les orphelinats. Malgré les scandales, malgré les campagnes de prévention, beaucoup d'agences conservent les orphelinats dans leur catalogue de missions. Mais certaines ont compris le message et ont retiré leurs activités avec les orphelinats. Project Sebrood en fait partie. Il y avait de nouvelles données. Nous les avons écoutées et nous avons pensé qu'il était dans l'intérêt de tout le monde d'entamer une transition. Pas une coupure brutale, mais une transition. À Berne se trouve la branche suisse de l'ICYE, une fédération d'échanges culturels internationale de jeunes. À la différence des autres agences de volontariat qui sont des entreprises privées, l'ICYE est une fédération à but non lucratif. La directrice, Esther Koik-Breitenmoser, explique également que l'accent des missions est placé ailleurs. Ce n'est pas une priorité que les volontaires aient un travail et qu'ils accomplissent une tâche en vue d'améliorer la société sur place. Ce n'est pas notre objectif. Ce ne sont pas des projets à visée humanitaire ou dans le domaine du développement. Ça, nous ne proposons pas. Pour nous, les missions de volontariat sont un moyen de réaliser des échanges interculturels.
L'une des autres grandes différences est que nous sommes à but non lucratif. Donc, nous ne faisons pas de bénéfices, c'est-à-dire pas ici en Suisse, pas non plus avec nos comités partenaires sur le terrain, pas non plus sur les projets, ni sur les volontaires ou sur les familles d'accueil. 50% des projets de volontariat proposés par l'ICYE concernent des enfants, la plupart dans des écoles. Mais nous avons vérifié sur leur site, il y a également 14 projets dans des orphelinats, surtout en Afrique, avec des engagements pour des périodes courtes. Ça dépend naturellement de la demande, c'est très difficile. Oui, les gens veulent aider et travailler plus volontiers là où les enfants sont le plus en difficulté dans le monde. Mais nous essayons de nous détacher de cette approche et de ne plus trop travailler comme ça. Mais je pense que c'est une question importante. On doit se la poser sans arrêt. Le scandale des faux orphelinats, ils en ont entendu parler, évidemment. Comment vous êtes sûr que ce n'est pas le cas chez vous? C'est difficile de dire que nous sommes 100% sûrs. Avec nos lignes de conduite et vu la structure décentralisée de notre fédération, nous essayons avant tout de l'éviter autant que possible. Et si quelque chose devait se passer, ou si nous réalisions que cet orphelinat n'est pas un orphelinat, mais seulement une mascarade, on interviendrait immédiatement. On l'arrêterait. C'est, je pense, extrêmement important. Et la manière dont nous voyons les choses est que nous faisons par-dessus tout confiance à nos comités partenaires sur place. Nous avons nos conditions minimales, nos standards minimaux, que tous les comités partenaires doivent appliquer lorsqu'ils trouvent des projets. Mais depuis la Suisse, si je m'imagine que je devais depuis la Suisse contrôler un projet en Ouganda, ça ne marcherait pas. Effectivement, comment vérifier l'impact positif des missions ? Comment vérifier que les agences appliquent bien les précautions nécessaires, comme elles l'assurent toutes sur leur site internet? Pour en avoir le cœur net, on a pris une décision audacieuse. On vous l'explique, mais en commençant par le début. Vous l'avez deviné, la meilleure manière de savoir ce qui se passe, c'est de participer. Et comme Project Abroad est l'un des leaders, on décide de consulter leur catalogue. Notre choix s'arrête sur une mission d'1 semaine dans un hôpital en Tanzanie dont le film promotionnel est prometteur. Oui, bonjour, je vous téléphone. L'inscription est rapide. Il y a quelques documents de référence légitimes à fournir et c'est tout. En 10 jours, nous avons tout ce qui est requis. À savoir, en plus du paiement, un CV, une lettre de motivation, une référence et un extrait de casier judiciaire. Le premier test, c'est de voir si ces exigences sont respectées. Eh bien non, nous avons été acceptés après avoir payé et fourni un CV modifié pour ce qui concerne la profession, mais sans fournir de lettre de motivation, ni de référence, et pas même de casier judiciaire. Le 2 juillet 2021, notre avion atterrit en Tanzanie. Ce pays d'Afrique de l'Est n'a jamais fermé ses portes aux touristes. Les autorités niaient toute présence du coronavirus jusqu'en mars dernier. Lorsque les premiers chiffres sont sortis, ils ont révélé une situation très inquiétante, surtout dans les grandes villes, comme Arusha. Nous venons d'arriver en Tanzanie, à Arusha, une ville bien connue des touristes puisque c'est l'une des portes d'entrée pour le Kilimandjaro. Nous sommes venus incognito, ça veut dire que nous n'avons pas dit que nous étions journalistes. Nous nous sommes présentés comme des professionnels de la communication et c'est sous cette couverture que nous nous sommes inscrits à Project Abroad pour un programme de volontariat dans un hôpital, ici, à Arusha. Cette infiltration est nécessaire. C'est la seule manière de pouvoir vérifier de nos propres yeux ce qu'un volontaire sans aucune compétence médicale peut faire dans un hôpital. Cette infiltration est importante aussi pour vérifier les informations alarmantes que nous avons collectées lors de notre enquête préalable.
car avant de partir, nous avons contacté une grande spécialiste du volontourisme. Professeure d'anthropologie médicale à l'université de Northwestern aux États-Unis, Noël Sullivan parle swahili, s'est rendue de multiples fois en Tanzanie, y a vécu une année pour étudier le système de santé du pays et surtout, elle a vu l'arrivée des volontouristes dans les hôpitaux envoyés par toutes les grandes agences. Ça a démarré courant 2007, selon les administrateurs des hôpitaux. Lors de mon année sur place, en 2008, je n'ai pas vu plus de 10 volontaires de toute l'année. Et ils ne touchaient à rien. Lorsque j'y suis retournée en 2011, leur nombre a explosé au point qu'il y avait des volontaires dans pratiquement toutes les parties des hôpitaux. Et en 2013, le nombre de volontaires dépassait souvent le nombre de professionnels de la santé tanzaniens dans les établissements de santé. Ces études concernent toutes les agences de volontourisme. J'ai vraiment regardé, observé et interagi sur le terrain pendant plus de 1600 heures dans les établissements de soins tanzaniens, autant avec les volontaires qu'avec les professionnels de la santé tanzaniens. Et en plus, j'ai fait des entretiens avec 94 différents professionnels de la santé tanzaniens, ainsi qu'avec 57 volontaires internationaux venant du monde entier. La liste des problèmes identifiés est longue. Par exemple, les volontaires encombrent l'hôpital, dérangent les médecins. La plupart sont sans compétences. Ils sont censés observer seulement, mais ils s'ennuient très vite. Ils avaient tendance à postuler pour aller à la maternité, à la salle d'opération pour pouvoir voir différentes procédures, ou dans ce qu'ils appellent la salle d'opération mineure, où l'on s'occupe des fractures et des sutures. Et fréquemment, ils réduisaient des fractures, ou ils faisaient des sutures, même s'ils ne comprenaient pas certaines choses comme comment garder stérile un champ opératoire, ce qui a causé beaucoup d'infections évitables. Il y a eu un cas où une jeune femme, une volontaire, a pris des vidéos et des photos d'un accouchement par voie basse pendant l'accouchement. Et l'un des cas les plus choquants que j'ai vus, c'était un jeune homme de 18 ans, un collégien. Il n'avait même pas terminé le collège. Il aspirait à devenir chirurgien orthopédique dans le futur. La première fois que je l'ai rencontré, c'était dans la salle d'opération mineure. Il s'occupait d'un homme qui avait eu un grave accident de moto. Et ce jeune homme était en train d'amputer sa jambe. Le volontaire? Un volontaire, oui. Il avait 18 ans. Il n'avait aucune compétence. Lorsque l'on s'est inscrit pour la mission au sein de l'hôpital en Tanzanie, on a été clair sur le fait qu'on n'avait aucune compétence médicale. Est-ce courant chez les volontaires? J'ai rencontré beaucoup de volontaires sans aucune compétence et sans aucune intention d'entrer en médecine non plus. Pour la plupart, il s'agit juste de vivre une expérience. Et ça paraît être une super façon de voyager dans un nouvel endroit et de vivre une incroyable expérience. Parce que dans leur imagination, les soins de santé dans un pays à faibles ressources, ça doit être horrible. Et si on allait voir ça en vrai? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on doit le faire en apprenant la médecine sur les pauvres? Est-ce que c'est éthique? Comment est-ce qu'on se sent par rapport à ça? Parce que notre idée obsessionnelle que n'importe quelle aide est mieux que pas d'aide du tout, en particulier dans un pays à vraiment faibles ressources, ça brouille notre jugement. C'est avec toutes ces alarmes à l'esprit sur ces graves dérives de volontaires que nous démarrons notre premier jour de mission. Affublés d'une blouse blanche que Project Abroad nous demande de porter, nous franchissons les portes de l'hôpital qui nous a été assigné. On décide de filmer à l'intérieur de manière discrète. Pour ce premier jour, on nous envoie en pédiatrie. Ce service est dirigé de main de maître par une doctoresse européenne établie en Tanzanie depuis des dizaines d'années. Le manque de ressources est criant. Le personnel médical doit se débrouiller avec ce qu'il a et il le fait admirablement. Il n'y a aucun encadrement. On passe librement d'un département à l'autre sans surveillance. Y compris en salle d'opération où les césariennes s'enchaînent. Là, par évident respect pour les patientes, nous n'avons pas filmé.
Cela fait 2 jours maintenant que j'assiste à des opérations chirurgicales. Ce matin, c'était une césarienne, une jeune femme de 26 ans. Elle était déjà en travail, donc pratiquement à l'accouchement quand elle est arrivée. C'était donc une opération d'urgence. Elle avait vraiment mal, c'était douloureux à voir. Il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois pour pouvoir faire l'anesthésie, la péridurale qui permet d'endormir le bas du corps. L'opération s'est très bien passée, tout le monde va bien. Mais moi en tant que volontaire, je suis dans la salle d'opération, je ne sers strictement à rien. Et c'est bien le problème. Project Broad propose de payer pour pouvoir assister à des opérations en Afrique alors qu'on n'a aucune utilité. En fait, c'est du voyeurisme. On a posé la question directement à Project Broad. Ces programmes sont proposés à des volontaires à partir de 16 ans. C'est très jeune. Ils payent pour aller à 16 ans dans les hôpitaux. Est-ce que c'est vraiment utile pour eux et pour les hôpitaux? Oui, c'est le cas. Les jeunes doivent acquérir de l'expérience. Ce que nous offrons, c'est d'être confrontés et d'acquérir de l'expérience sous la sécurité et la supervision du personnel médical professionnel. Mais quand même, vous imaginez, simplement assister à une chirurgie si vous ne pouvez rien faire, cela ne serait pas acceptable dans notre pays. Oui, c'est possible. Vous avez des étudiants. Ma femme a accouché il y a 6 mois et dans la salle d'opération, il y avait 3 étudiants. Mais des étudiants en médecine. Oui. Mais nous parlons de volontaires qui ne travaillent absolument pas dans le domaine médical. Et c'est permis dans ces pays. Nous ne faisons rien qui ne soit pas autorisé dans ces pays. Si les médecins locaux n'étaient pas confortables avec cela, ils le diraient certainement. Mais si c'est acceptable pour l'hôpital local, et si les règles sont suivies, et si, évidemment, les internes, les étudiants ne font pas de procédures actives, qu'ils respectent les standards et qu'ils reçoivent un enseignement, alors je pense que c'est une bonne chose. Nous ne sommes pas les seuls volontaires de Project Broad dans l'hôpital. Il y a aussi une jeune Française de 19 ans, étudiante en 2e année de commerce. Elle a commencé son volontariat avant nous. Elle connaît déjà la routine. Ici, c'est le secteur médecine générale, ce qui dans cet hôpital africain veut dire tous les cas graves, y compris les cas infectieux atteints de tuberculose ou de la Covid. Certains malades du coronavirus sont en si mauvaise situation que le docteur les a placés sous oxygène. La jeune Française, comme nous, comme tous les volontaires, nous sommes exposés à des virus très contagieux. Aucun patient ne porte de masque. Personne ne nous a prévenus. Sur ce risque élevé de contamination, nous avons interpellé la responsable Tanzanie de Project Broad. Nous l'enregistrons discrètement. They taking for COVID tests? Are they putting them This is the problem. in isolation, or what are they doing? There is an isolation room, but everything is open, so it's. You didn't know that? No, I know it's COVID is everywhere, you know. Yeah. But I didn't know that we have the case in the hospitals. There is also tuberculosis. Tuberculosis is very high here. They are also not in isolation. What I know from the doctors, for tuberculosis, if you start to use medication, you cannot use it. But COVID is a new piece of information. On s'est renseigné après cette discussion. Rien n'a changé pour les prochains volontaires en Tanzanie. Ne pensez-vous pas que Project Broad met inutilement la vie de ces volontaires en danger? Nous n'allons certainement pas mettre la vie de nos volontaires en danger. Non. Toute personne qui va voyager, nous commençons par leur dire d'aller voir un docteur, et cela afin de recevoir les vaccins nécessaires pour le pays en particulier et pour le travail en particulier qu'ils vont effectuer.
Je peux vérifier ce cas particulier, mais cela me semble très inhabituel. Nous avons nos protocoles de santé et de sécurité qui ont été renforcés à cause du Covid. En tout cas, ce n'est pas ce que nous avons expérimenté ni avant de partir, ni une fois en Tanzanie. Ce n'est pas non plus ce que nous ont rapporté d'autres volontaires, présents en même temps que nous à Arusha. Nous avons rencontré beaucoup de volontaires. Ils sont d'Allemagne, de France, d'Autriche, d'Angleterre. Ils ont tous entre 15 et une trentaine d'années. Tous ont en commun le fait qu'ils ont beaucoup de bonne volonté. Ils ont vraiment envie d'aider et ils viennent ici pour apporter quelque chose à la population locale. Ils ont payé des sommes très importantes pour finalement participer à des programmes de volontariat pour lesquels ils ne sont pas qualifiés. Nous avons retrouvé 3 d'entre eux. Tous 3 sont partis dans différentes missions avec Projects Abroad. Je m'appelle Isdiar, j'ai 24 ans et je viens de Paris. Combien vous avez payé pour ces 2 semaines? 2 semaines, on était à 2400 €, si je me souviens bien. Je m'appelle Wissem et j'ai 21 ans, bientôt 22 ans. Vous avez payé combien pour ces 2 semaines? Alors j'ai payé 2200 €. Je m'appelle Nicolas Dumoitier, je viens de Paris, j'ai 32 ans. Alors en tout, si je devais faire le calcul par rapport à Project Abroad, j'avais versé 2500 € de mémoire pour 2 semaines, plus les billets d'avion, plus les petits extras locaux. Je pense que j'en étais entre 3500 et 4000 € pour 2 semaines. Alors, je suis partie en Tanzanie pour le projet de la défense des droits de l'homme. Vous avez l'impression que votre action sur place a eu un impact positif pour la population locale? Alors non, je dirais que non, pas du tout. Je pense pas qu'il y a eu un très très grand impact et que ce soit positif, pas du tout, vraiment pas du tout. Si j'avais pas été là, je pense que ça aurait été pareil. Vraiment, j'ai pas fait grand chose. C'est-à-dire que je suis restée 2 semaines. J'ai voulu aider justement ces femmes qui se plaignaient en fait de tous leurs problèmes. Du fait qu'elles soient maltraitées, qu'il y ait énormément d'inégalités entre elles et leur mari. Et au final, j'ai rien fait de tout ça, quoi. J'ai pu participer à un projet autour de l'enfant, donc plutôt dans l'accompagnement et dans l'éducation des petits-enfants. J'enseignais sur quelques points, notamment l'alphabet, les animaux aussi, donc on était dans le côté anglais, apprendre la langue, et puis les aider, leur aussi du midi, les aider à jouer, à proposer des jeux attractifs. Voilà, à peu près, c'est ça. Ouais. On vous a donné un programme? Non, alors on m'a pas du tout donné de programme. C'était vraiment, aujourd'hui, on va se répéter. Et on faisait toujours la même chose, malheureusement, tous les jours. Mon projet, c'était de la construction. Alors à la base, d'une cuisine pour une école. Et pour des raisons de matériel, on s'est plus concentré sur la construction de l'école en elle-même. Du point de vue purement du projet, parce que j'ai apporté de l'argent. Donc oui, il y a eu un impact positif, mais il est très relatif. Je pense qu'il est très difficilement quantifiable. En 2 semaines, on va pas se mentir, on fait pas grand-chose. Et en termes d'organisation, en termes d'aide à la population, oui, on a fait des choses, mais c'était très limité par rapport à ce qu'on aurait pu faire, apporter si on avait été mieux organisé, mieux drivé, mieux managé sur le chantier, moi, pour ma mission. Le travail des volontaires s'arrête le plus souvent vers 2 ou 3 heures de l'après-midi. Du coup, le soir, ils en profitent pour se retrouver dans les bars branchés d'Arusha. Nous les avons accompagnés parfois dans le cadre de notre infiltration. C'était ma première soirée à Arusha, pour être précis. Donc on s'est retrouvés avec des volontaires mineurs et qui ont commandé des bouteilles d'alcool fort, donc rhum, vodka, et qui se sont mis à boire à la bouteille. On s'est retrouvés avec quelqu'un qui était incapable de marcher, qui était même en danger pour elle-même puisqu'elle commençait à basculer de sa chaise et qu'on a dû raccompagner, l'un des volontaires l'a raccompagné au domicile de sa famille d'accueil. C'est des mineurs, on est dans un pays étranger. Enfin, il est là, c'est là le danger finalement. Non, c'était aberrant. Moi, j'étais très, très, très choquée. C'est vrai qu'il n'y a eu aucun encadrement venant de Project Abroad, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas cherché à comprendre. Surtout, ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour justement les encadrer.
Donc on avait des filles de 16 ans qui buvaient de l'alcool jusqu'à être totalement ivres et ça devenait très compliqué à gérer. Là encore, on a posé la question à Projects Abroad. Notre source nous a dit que c'était pour la plupart des volontaires de moins de 18 ans qui ont acheté des bouteilles de vodka dans les bars. Mais ça, ce n'est pas vrai. Pour tous nos projets, nous avons les données du nombre de personnes qui nous rejoignent. La grande majorité de ceux qui font les voyages flexibles ont 18 ans et plus. Nous n'avons pas un membre du staff qui accompagne les volontaires à tout moment de la journée. Nous faisons confiance aux volontaires. Vous savez, Monsieur Thompson, la source, c'est moi. J'étais en Tanzanie. J'ai vu ces jeunes de moins de 18 ans, même une de 15 ans, boire dans les bars. Et j'ai ramené l'une de ces filles chez elle. Elle ne pouvait même plus marcher. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable? Non. Et j'espère que si elle l'a fait, vous l'avez rapporté à notre équipe locale. Non, on n'a rien dit. Mais sur place, ces soirées arrosées n'étaient un secret pour personne. Il nous reste à vérifier un dernier point. Nous avons payé cher pour notre semaine de mission, 2000 $ pour le projet en lui-même, auxquels doivent s'ajouter le billet d'avion, le visa et les tests PCR nécessaires en cette période Covid. Au total, 3400 $ pour une semaine, dont 2000 pour Projects Abroad. Comment l'argent est-il réparti? 50 à 60% va dans le pays. Pour la nourriture, le logement, les frais d'accès, pour le soutien au pays, les transports locaux, etc. Nous avons des coûts de promotion également, afin d'alimenter les sites Internet. Nous avons un bureau ici. Ensuite, nous essayons d'avoir aussi une petite réserve pour les jours de pluie. Et c'est certainement un jour de pluie en ce moment. Concrètement, combien notre projet, combien l'hôpital à Arusha a-t-il reçu? On en a discuté avec l'un des responsables. On filme en caméra discrète. Pour faire ce programme, nous avons payé beaucoup à Projects Abroad. Et j'espère que cet argent va à l'hôpital. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cela va à l'hôpital? Cela ne va pas entièrement à l'hôpital. Pour chaque volontaire, il paye 50 $ par semaine. Ça fait 200 par mois. Par volontaire? Pour chacun, oui. Vous savez combien on paye pour une semaine? Non. Puis-je vous le dire? Bien sûr. C'est 2000 $ pour une semaine. Incluant quoi? Pas le vol. Le logement est inclus? Le logement, le programme et la nourriture. 2000 $. C'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Si nous recevions cet argent, nous pourrions donner de bonnes conditions à tous dans l'hôpital avec cet argent. Nous avons posé les mêmes questions à la famille qui nous a hébergés à travers Projects Abroad. Au final, des 2000 $, la famille comme l'hôpital n'ont reçu que 50 $ par semaine et par volontaire. Le calcul est rapide. 2000 $ moins 100 $, il reste 1900 $ pour Projects Abroad. 1900, où est-ce que cela va? Cela va à notre équipe sur place. Notre collaboratrice et tous les autres, nous payons leur salaire. Nous payons leur salaire qu'il y ait des volontaires ou qu'il n'y ait pas de volontaires. Nous devons gérer une compagnie, qu'il y ait des volontaires ou qu'il n'y ait pas de volontaires. Vous pouvez regarder, nous sommes très ouverts à ce sujet. Vous pouvez regarder dans le registre du commerce. Vous pouvez consulter nos comptes. Nous sommes très transparents. Nous avons consulté leur rapport d'activité, mais au fond, ce n'est pas là la question. Notre expérience révèle que le volontaire paye cher, que tout lui laisse penser que cet argent va dans le projet choisi, ce qui n'est pas le cas selon notre exemple en Tanzanie.
Et c'est peut-être ça l'origine du risque de dérive. Non seulement le volontourisme est un business model extrêmement rentable pour les agences, mais pour certains volontaires, payer signifie avoir carte blanche. Quand on est dans un système qui ouvre cette possibilité de faire n'importe quoi, c'est comme si, aux États-Unis, on dit « ce qui se passe à Vegas reste à Vegas ». Il n'y a aucune responsabilité, aucun compte à rendre. Vous pouvez faire ce que vous voulez et partir. Et c'est quelque chose de très séduisant. Et ils ont payé pour ça. Ils se sentent le droit de faire ça parce qu'on leur a dit que c'était OK. Pas de souci, votre aide est nécessaire. Et ce n'est pas le cas. Nous avons tendance à mettre en avant le fait que le volontaire a de bonnes intentions. Mais j'aimerais rappeler que le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le volontourisme est dangereux. Soit on est touriste et on peut très bien s'organiser des voyages durables et responsables, soit on veut faire du volontariat et il faut le temps et les compétences que cela exige. Rappelons encore que si l'on s'est intéressé en particulier à une organisation, Projects Abroad, c'est qu'elle se vante elle-même d'être la plus grosse sur le marché du volontourisme avec près de 125 000 volontaires déjà envoyés sur le terrain. Cette organisation met aussi en avant des références en matière de sécurité et de sérieux. Petit conseil donc, si vous êtes tenté par une expérience de volontourisme, faites soigneusement votre marché et réfléchissez bien à toutes les alternatives. Belle soirée à vous, très belle semaine et à bientôt.